Alors, je vais me présenter brièvement et brièvement les travaux, puis on va rentrer en immersion dans ces affaires. Alors, j'ai commencé l'ufologie en 2008 avec un premier site web mis en ligne qui s'appelait UFO et Sciences. Ne pas confondre avec le site du scientifique Jean-Pierre Petit, qui est un professionnel, qui lui, son site s'appelle UFO Sciences, où il présente ses travaux sur la magnéto-hydrodynamique. Il est spécialiste des plasmas et tout ça. Moi, mon site s'appelle UFO et Sciences. C'était le premier, c'était le démarrage. Et après, bon, il y a eu des problèmes d'hébergeur. Et je suis allé sur WordPress et j'ai renommé Investigation UFO et Sciences. Alors, le premier est en ligne toujours, à titre d'archive, mais il n'est plus alimenté. Mais je l'ai laissé sur Google quand même, puisque c'était mon niveau du moment, hein, on va dire ça comme ça, et que je n'ai pas pu tout refaire un copier-coller sur l'autre, ça n'avait aucun intérêt. Donc l'autre, j'ai repris simplement les premières données du premier site, et puis tout de suite alimenter le deuxième avec les nouvelles données, quoi. Alors, ma démarche, elle est technico-scientifique, c'est-à-dire au travers des phénomènes. Je commence par la base, de voir au niveau terrestre ce que nous sommes capables, l'être humain, d'accomplir, et ce qui a été accompli dans une chronologie, et par rapport aux phénomènes aériens non identifiés, on peut avoir une certaine projection de dire c'était faisable dès cette époque où ça ne l'était pas, que ce soit resté secret ou pas secret, abouti ou pas abouti. Donc voilà. Après, donc, j'ai connu Emmanuel avec d'autres partenaires. Et Emmanuel avait un blog qui s'appelait comme la Zone 51, Area 51 blog, qui existe toujours, qui a été visionné par 9 millions de personnes depuis sa création en 2008. Donc nous avons commencé en même temps, on ne se connaissait pas. Elle a une démarche tout autre avec son blog, si tu peux en parler brièvement, puis après la jonction avec les OANI, le livre et les recherches. Allô? Oui, donc moi, mon blog, je l'ai créé en 2008. Je m'intéressais surtout au départ à la zone 51, Bob Lazar et tout ça, donc d'où le nom du blog. Et puis, je traduisais beaucoup de choses qui venaient de sites américains, anglo-saxons. Et je me suis aperçue après, quand j'ai connu Sylvain, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des objets qui sortaient de l'eau, qui rentraient dans l'eau, enfin, qui étaient surtout liés au milieu aquatique. On a des témoignages de militaires aux États-Unis qui venaient beaucoup du MUFON. Et de là, on a décidé de fonder un site ensemble. Voilà. Alors, c'est-à-dire Voilà. par rapport aux recherches in situ menées par Emmanuel, Emmanuel maîtrise la langue de Shakespeare, la langue anglaise, et de Kingdom, la langue américaine. Ce qu'il faisait, que son blog, moi, il m'a paru tout de suite intéressant pour la recherche. Elle avait 6 mois d'avance, minimum, sur les autres sites en France. Eh ben, pourquoi? Elle allait chercher, elle confirmera ces infos à la source. Donc, George Feiler, tu en as. George Feiler de le Newfork. Le Newfork. Le MUFON. Le MUFON, bien évidemment. Et puis d'autres forums. Oui, voilà. Donc, et puis des contacts après qu'elle a eu par rapport à cela. Voilà. Nick Pope, entre autres. Ah, oui. Oui, enfin. Donc, on va y venir. Pour les contacts anglo-saxons. Alors voilà, donc voilà. nous avons échangé, comme on a échangé avec d'autres partenaires, et on s'est enrichi de connaissances, et il y a eu un partage de l'information et de contacts aussi. Et effectivement, nous, dans nos discussions, très rapidement, on s'est dit, il faut mettre le pôle sur quelque chose de précis par rapport à ces phénomènes aériens non identifiés. Qu'est-ce qui pourrait intéresser quelqu'un venu d'ailleurs, si toutefois ces choses venaient d'ailleurs? Donc, ressources énergétiques, nourriture, etc. pour la survie. Alors, on avait en ligne de mire le sable pour le silicium,
les voies ferrées, les mines et les carrières, les postes de télécommunication, et puis aussi les trucs à haute tension, les fils à haute tension, les stations 20 000 volts, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait des crashs d'ovnis, ceci, cela. On s'est dit peut-être qu'à défaut de venir chercher des ressources, ils se plantent tout simplement. Ils rentrent dans un système planétaire et puis leurs vaisseaux, s'ils sont en vaisseau et qu'ils sont en technologie, c'est peut-être pas adapté. Et après tout, nous maîtrisons bien les voyages aériens et on voit les crashs d'avions qui existent néanmoins. Et pourtant, ça paraît de nos jours anodin de faire un trajet en avion, que ce soit en ULM ou un avion commercial style Airbus ou Boeing, et de Kingdom, les avions de chasse. Rafale, F-18, Sukhoi 30, enfin j'en passe des meilleurs, puisqu'on est aussi fort dans le civil que dans le militaire. Donc nous on s'est dit, on pourrait faire un focus sur des aliens éventuellement, quel type pourraient avoir les aliens, mais là ça suppose des avancées, des connaissances scientifiques très pointues, afin de déterminer par rapport à la masse d'une planète, à sa séquence orbitale, à son placement dans son système solaire, si elle en a un, on n'a pas le niveau. Donc, tout naturellement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient un rapport avec la flotte. Et on s'est dit, mais bon sang, c'est peut-être ça le truc. Notre planète, le commandant Cousteau disait, nous aurions pu la nommer planète eau ou planète océan. C'est 70% à peu près de notre planète et le reste, ce sont les continents. Donc, on a mis le focus sur l'environnement marin. Et au départ, c'est vrai que quand j'ai fait le slogan donc de ce site web, Investigation sonographique Ioanni, j'ai mis en slogan, nos questions ufologiques nous orientent vers le cosmos, logique, on lève la tête au ciel, et cependant, certaines réponses pourraient venir des abysses. Ça, c'était le point de départ dans les recherches lorsque nous avons créé le blog en 2012, de mémoire, si je ne me trompe pas. Bon, vous pouvez vérifier sur Google la date de création de Investigation sonographique Ioanni. 2011 pour moi. Oui, enfin voilà, entre 2010 et 2012, donc la création de ce site. Et finalement, bah oui, on est allé chercher des témoignages. Alors certains trouvés sur Internet, bien évidemment, et puis d'autres donnés par des témoins. On s'est rendu compte que finalement, les lacs étaient concernés. Et là, on n'est plus dans des profondeurs abyssales qui se situent à partir de 1000 à 2000 mètres et jusqu'à la fosse des Mariannes, 10 000. Il faut se rendre compte déjà, oui, de cela, la profondeur. Hein, la fosse des Mariannes, il y a eu James Cameron, le réalisateur de Titanic, d'Avatar, notamment, qui est explorateur. Et il a battu le record en plongée de 10 900 mètres. Et vous mettez l'Annapurna dans l'Everest, vous comprenez? Pourquoi? Ben, faites le calcul, c'est 8000 mètres. Donc, en profondeur, ça va très très loin, la partie immergée. Alors, on a la partie émergée, et là, la partie immergée, ça va très très loin. Alors, on s'était dit que c'était dans ces profondeurs que pouvaient sortir ces trucs-là. Donc, le slogan. Et finalement, en faisant des recherches, nous avons eu des rapports de Scandinavie, Norvège, Suède, notamment, le lac Erie aux États-Unis, quelques points d'eau en France, notamment le lac d'Annecy, etc. Et puis des fois, des lacs en Russie, où là, par contre, on n'a que 4 ou 5 mètres de profondeur. Donc là, mon slogan, il ne tient plus trop la route quand on parle d'abysse. Donc, je le renommerai ainsi maintenant. Nos questions ufologiques nous orientent vers le cosmos. Cependant, certaines réponses pourraient venir des fonds marins. Et là, on est un peu plus large. Ok, hein, je joue avec les mots, mais voilà. Parce qu'on pourrait se méprendre en se disant ça se passe qu'en mer, que dans les océans, eau salée, eau chaude, eau froide. En fin de compte, un peu partout. Et même des choses qui sortent de la glace. Donc, c'était le cas en Russie, notamment, et en Finlande. Voilà. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste pour vous dire comment on en est venu à se focaliser sur l'élément marin. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Au fil des recherches, j'ai eu une certaine base de données. Et l'éditeur, il m'a dit, est-ce que tu n'écrirais pas sur le sujet? Alors, bon, voilà, je dis, je ne suis pas écrivain.
Et il a dit, mais il y aurait à dire. Mais je n'ai pas voulu faire un livre d'OVNI pour faire un livre sur les OVNI. Et j'ai dit, nous sommes dans l'élément marin depuis quelques années maintenant. À ce moment-là, je vais apporter du nouveau et surtout un nouveau centre d'intérêt pour les ufologues, les curieux et les chercheurs. On va se focaliser sur le milieu marin, OANI, observation aquatique non identifiée, auquel nous avons des objets aquatiques non identifiés. Alors souvent, les ufologues disent objets aquatiques non identifiés. J'ai préféré renommer l'acronyme en observation, puisque dedans, nous pouvons avoir des choses naturelles. Et surtout, observation, il y a des choses qui ne sont pas visuelles, qui sont sonores. Alors un exemple tout con, les sous-mariniers, la marine nationale, au sonar, les mecs, on les appelle les oreilles d'or. Et ils perçoivent des sons et ils sont capables de vous dire si c'est un banc de crevettes, si c'est un bateau civil ou militaire, si c'est ami ou ennemi, et même la propulsion, si c'est diesel électrique ou nucléaire. Parce que la sauvegarde d'un sous-marin, c'est d'être silencieux, d'être furtif et de ne pas se faire détecter. Alors quand on détecte quelque chose en surface ou sous l'eau, il est important de savoir si c'est une torpille qui vous arrive pour vous couper en deux, si c'est un missile, si c'est un drone, ou si c'est simplement un animal. Hein, voilà. Donc, pour redresser un peu la situation. Alors, objets aquatiques non identifiés, puisque effectivement, des gens ont vu des choses naviguer sous l'eau, des choses qui plongeaient ou qui en sortaient, des choses qui étaient en sustentation au-dessus. Donc, on est quand même dans le niveau des fois aérien, mais au-dessus d'un énorme plan d'eau. Et là, on est dans l'objet. Alors, observation, effectivement, quand ce sont des cas sonores, on est dans l'observation. Donc, comme ça permet de ne rien rater et de faire le tri entre les phénomènes naturels, les phénomènes métaphysiques éventuellement, et surtout les structures mobiles. Qui dit structure mobile dit piloté, fabriqué par une intelligence. Sur Terre, on a vite fait le tour, l'être humain. Avec peut-être ce petit bémol, comme nous n'en connaissons pas plus de nos abysses que de la Lune, environ 10%, est-ce que Dame Nature n'aurait pas engendré une espèce subaquatique? Après tout, nous sommes nés, quand nous naissons, nous sommes fœtus 9 mois dans le ventre de la maman, on est dans le liquide amniotique, on est dans du liquide. Donc je pense que là-dessus c'est factuel, personne ne me contredira. Et après, effectivement, nous développons en surface. Alors, est-ce que Dame Nature n'aurait pas engendré une espèce humanoïde, dont certains mythes, hein, comme l'homme de l'Atlantide ou le mythe des sirènes, et que finalement, il y aurait une espèce cachée à notre insu dans les fonds marins? Je n'en sais rien. Mais c'est une éventualité, c'est une probabilité qui ne vaut que de valeur d'hypothèse, on est bien d'accord. Une hypothèse, c'est comme une théorie, elle reste en état jusqu'à ce qu'elle soit approuvée ou démontée. Si elle est démontée, c'est pas ça, poubelle. On est d'accord, on a fini de perdre du temps, mais au moins on a appris. Si c'est validé, c'est un fait. Hein, exemple, par exemple, dans la physique des particules, X, l'Irlandais, c'était sur des devoirs mathématiques. Son expérience a été validée au LHC, le Large Hadron Collider, un accélérateur de particules situé à Genève, hein, 27 km de circonférence entre la Suisse et la France, 100 mètres de profondeur, avec des outils comme Atlas, CMS, LHCb, qui a 4 outils pour le LHC. Et eux, ils envoient des particules pour voir si ça atteint la vitesse de la lumière, etc. Donc, je me suis un peu perdu là, je me suis lancé dans le LHC. Ouais, ouais, je suis un peu perdu. Bon, alors en tout cas, voilà, donc dans les recherches scientifiques, on a des choses qui sont explorées. Et le spatial, on envoie des choses dans l'espace, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Ce seront d'autres outils. Ah oui, par rapport aux théories, donc je parlais de X. Voilà, ça me revient. C'est pour ça que je suis allé sur le LHC. Donc X, en fait, c'était une théorie. C'était approuvé au LHC. Maintenant, c'est devenu un fait. Donc c'était de ça la petite parenthèse. Bon, continuons avec l'élément marin. Alors, comment? Voilà, donc les besoins de X, c'est pour dire qu'au départ, c'était un théologien, sur des formules scientifiques et mathématiques, et c'était qu'une théorie. Et depuis, c'est devenu un fait, puisque c'était approuvé par les 4 instruments du LHC, situés à Genève. Bon, fin de la parenthèse. Je ne vais pas rentrer dans ce qui n'est pas mon métier.
Il était prix Nobel de ce fait-là, exactement. Donc, voilà. Alors, Léoanie, donc du coup, quand même que l'on vienne. Oui, donc du coup, j'ai eu mon éditeur qu'on a connu par Emmanuel suite à un auteur qui voulait publier sur son site web. On a sympathisé, on a discuté autour du phénomène. Et il m'a dit, est-ce que tu ne ferais pas un livre? Alors, je vais écrire un livre pour écrire un livre sur les ovnis. On ne va pas faire l'affaire de Roswell en long, en large, à travers. Gilda Bourdet en France est le spécialiste. Il y en a d'autres. Il y a Phil Corso au niveau des États-Unis, etc. Il faut apporter du nouveau et surtout un nouveau centre de recherche. Donc, j'ai inclus les OANI. Donc, je vous ai décrit OANI, pour moi, observation aquatique non identifiée, auquel on peut y glisser les objets aquatiques non identifiés. À partir de là, 2 livres sont sortis. Le premier, en 2016, OANI, OVNI, enquête, méthode, réflexion, où là, je dresse le portrait robot de l'ufologie et des disciplines associées, sciences, aéronautique, spatiale, etc., pour avoir une démarche cartésienne, pour dire que ces affaires, OVNI, objets volants non identifiés, nous sommes sur des faits. Les interprétations, c'est autre chose. Là, nous sommes dans la recherche et il y a multiples théories et aussi hypothèses. Après, chacun se fait son idée, mais on est bien sur des faits. Donc, je m'appuie sur des faits et j'en profite d'étaler mes hypothèses. Et elles ne valent ce qu'elles valent, comme je te disais, c'est valable pour moi. Ce ne sont que des hypothèses. S'il y en a quelques-unes, elles ne sont pas en cale et que c'est prouvé, ça ira à la poubelle et j'aurai avancé. Je dirais, bon là, j'ai fait fausse route pour le coup. Si à l'inverse c'est validé, ça deviendra un fait. Donc voilà. Et après, donc, il y a un deuxième livre qui est paru à la fin de 2019. Donc l'écriture a commencé presque à la sortie du premier. Donc les recherches ont continué parce que je ne m'arrête pas à produire des livres. C'est juste pour synthétiser les recherches et que les gens, des gens plus performants, avec une meilleure logistique, pourraient se pencher sérieusement sur le problème. Et le deuxième livre, j'ai bien aimé l'intervention du sénateur du Nevada, Harry Reid, qui disait, vous savez, nos marins, donc il parlait des militaires de l'US Navy en particulier, se confronter à ces choses-là, et pas qu'une seule fois. Il faut s'en occuper. Parce que si c'est une puissance étrangère, donc puissance étrangère, ils visent les rivaux, Russie, Chine, voire même les Européens, dans un contexte commercial. Il faut que nous le sachions. Si ce n'est pas étranger, si ce n'est pas les étrangers, ce n'est plus un problème lié simplement aux États-Unis, c'est un problème mondial. Parce que là, on serait sur un problème planétaire si ces choses étaient de nature exogène, puisqu'en fin de compte, ils n'ont pas de problème de se mouvoir dans l'espace aérien, mais ils n'en ont pas plus pour aller dans la flotte et en sortir. Donc là, c'est très très intéressant. Ce qui nous amène donc au premier volet de cette conférence, les points chauds, les zones hotspot et certaines allégations qui ont été faites. Dans les allégations qui ressortent maintenant, Leslie Kean, la journaliste américaine, sous le lanceur d'alerte, moi je l'appelle comme ça, Luis Elizondo, qui était au renseignement américain, a dévoilé un projet de recherche avancée mené par l'US Navy. Et ces recherches, il mène sur les menaces aérospatiales non identifiées et des recherches annexes, ce sont lesquelles c'est de la technologie avancée. Donc maintenant, les États-Unis ont dévoilé ceci, c'est en cours en ce moment, ça a tapé jusqu'au Congrès américain, et il y a des révélations qui doivent se faire. Et là, je vais parler de Nick Pope, qui a préfacé mon deuxième livre. Alors Nick Pope, pour faire court, il a travaillé au sein de la défense britannique au sujet des ovnis dans une structure qui s'appelait le département Staff 2A. Et le but, c'était de savoir, le Premier ministre anglais, la reine, voulait savoir, par rapport au bruit qu'il y avait, qui était de plus en plus insistant, qu'est-ce qui transitait dans l'espace aérien du Royaume-Uni, et pas seulement de la seule Angleterre, hein, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, etc., en sachant que ce sont les plus proches alliés des Américains et qu'il y a certaines bases américaines en Angleterre, en Écosse, etc. Alors, Nick Pope, quand on lui a posé la question « Est-ce qu'il croyait aux ovnis, aux extraterrestres ?», il va vous répondre je n'en avais aucune idée. Donc, ce n'était pas le problème de savoir si je croyais ou pas. Je ne savais même pas qu'il existait, en fait. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un ministère, vous êtes parachuté
à la logistique, à la comptabilité, à ceci, à cela. Vous faites un turnover, et là, on ouvre une cellule que personne n'a ouverte, et c'est tombé sur moi. À partir de là, j'ai dû faire ouvrir des dossiers, et notamment militaires. Et sur 10 000 rapports, 500 résistent à toute explication lorsque les informations sont pointues et de personnes crédibles. Les personnes crédibles, c'est quoi? C'est le contrôle aérien, c'est le contrôle maritime, c'est les astronomes, les ingénieurs, les astronomes, les astrophysiciens, enfin des gens d'un certain niveau intellectuel qui ne vont pas confondre Vénus avec un flair ou une lampe thaïlandaise et quelque chose dont on ne peut pas expliquer et qui semble défier les lois de la physique. Donc voilà le portrait de Nick Pope. Donc Nick Pope a suivi à un moment donné, grâce à Emmanuel, mes travaux, bien avant le livre. Et quand je lui ai demandé s'il pouvait donner une ou deux instructions dans le premier ouvrage, il a dit au niveau des Oani, je n'ai rien de spécial. Mais par contre, voilà, donc un passage où Nick Pope s'exprime dans mon premier livre. Il était satisfait, je lui ai envoyé, c'était le deal. Et quand il l'a reçu, il était content. Et j'ai dit, si j'écrivais un deuxième livre, alors que je ne savais pas, j'ai écrit une suite, pour moi, 400 pages, c'était bon. Mais je dis, on ne sait jamais. Est-ce que vous accepteriez de le préfacer? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, vous m'enverrez, c'est normal, au moins le résumé de l'ouvrage. Ben oui, il n'avait pas préfacé n'importe quoi, c'est ce qui est normal. Et donc, effectivement, le deuxième livre, après lecture, après retour des lecteurs, c'est toujours les lecteurs qui vous font avancer, hein, quelque part, comme vous les témoins, hein, quand vous êtes témoin. C'est vous qui faites avancer la recherche. Hein. Nous, on prend juste une orientation, et puis voilà. Quand je me suis relu, quand j'ai eu le retour des lecteurs, je me suis dit, ben, finalement, il y a des trucs qui ne sont pas complets. Donc, quand j'ai dressé le bilan, recherché dans le premier livre, ben déjà voir des choses, s'il y avait des réponses déjà dans le premier que j'ai mis, si c'était vrai, pas vrai, si c'était avéré, où c'est que c'en était, etc. Eh ben, j'ai eu assez d'éléments pour faire un deuxième livre. Donc, c'est pour ça que le deuxième s'appelle Investigation sonographique et OANI, complément... non, OANI, complément d'investigation. J'étais reparti sur le site web. Donc, voilà.